Bonjour, bienvenue au E-Café juridique et RH, donc avec Factory Avocat et RH Partner. Merci d'être connecté. Le sujet principal du webinaire sera sur les alternatives au licenciement économique. Et donc, Pauline Larocque va apporter ses lumières juridiques sur ces vastes sujets. Peut-être te présenter, Pauline? Bonjour à tous. Alors, Pauline Larocque-Daran, avocate associée au sein du cabinet Factory Avocat, qui est un cabinet de niche en droit du travail. Et donc, je travaille beaucoup sur des sujets de restructuration, donc soit des licenciements pour motif économique, soit, et c'est le sujet d'aujourd'hui, toutes les alternatives en fait à ces dispositifs de licenciement. Voilà, et donc RH Partner, donc Serge Voiry, directeur conseil RH au sein donc du cabinet en Île-de-France et sur la région Centre. Très rapidement, et on y reviendra, RH Partner accompagne les entreprises aux différents moments de la vie d'une entreprise sur le recrutement, mais également sur l'évolution professionnelle et une approche individuelle, qu'il s'agisse de bilan, de placement individuel, de travail sur la retraite, accompagnement de conjoints. Également l'accompagnement de la mobilité. Donc là, on est au cœur du sujet quand il s'agit de mobilité collective, qu'il soit mobilité interne, mobilité externe, quels que soient les dispositifs. Et également tout ce qui est accompagnement du management et accompagnement des ressources humaines. Ça passe par du coaching, de la formation, du co-développement, enfin toute action qui va permettre d'accompagner les entreprises. Le sujet principal, donc aujourd'hui, c'est les alternatives au licenciement économique. Pour vous dire comment va se passer donc la matinée, la petite matinée jusqu'à 10h. Vous aurez un déroulé. Surtout, vous avez un certain nombre de petits onglets sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous avez un chat qui vous permet d'échanger entre vous, entre participants. Si vous avez des questions à poser, et j'espère que vous en aurez, et j'en suis sûr, vous avez un onglet questions. Vous posez les questions et puis je poserai, je serai le porte-parole de vos questions auprès de Pauline pour répondre à telle ou telle interrogation. On fera également un certain nombre de sondages animés par notre équipe marketing et par Anne-Christelle à différents moments, qui vont permettre aussi d'avoir votre point de vue, d'avoir votre regard, et puis aussi avoir votre écoute, une chose très importante. Pour information également, le chat aussi peut être utilisé à tout moment pour les problèmes techniques. C'est Anne-Christelle qui le gère. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, vous nous contactez directement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour être connecté aussitôt et aussi nombreux. On va vous proposer de démarrer. Et n'hésitez pas à réagir par des questions, mais aussi par le chat s'il y a des soucis. Alors, donc sur le sujet des alternatives au licenciement économique, déjà, il faut savoir que c'est une thématique que j'ai voulu traiter depuis longtemps parce que je me suis rendu compte que la plupart des entreprises n'avaient pas nécessairement connaissance de tous les dispositifs. Et à chaque fois qu'elles envisagent en fait une méthode de restructuration, eh bien, elles ont naturellement tendance à s'orienter vers le PSE, vers le plan social. Et pourtant, ça n'est pas toujours l'outil le plus adéquat, ou ça n'est en tout cas pas le seul outil permettant d'atteindre l'objectif. Ou alors, par moments, d'autres outils se révèlent moins coûteux, moins dommageables en termes d'image, ou encore plus rapides. Donc, c'est vrai que le moment où on envisage un PSE, il faut se poser la question de quel est mon objectif? Quel est le constat, en fait, déjà, qui m'amène à réfléchir à un PSE? Quel est mon objectif? Et est-ce que, au regard de cet objectif, le PSE est la meilleure réponse, ou est-ce que je peux, ou est-ce que je dois envisager un dispositif alternatif? Et si oui, lequel? OK. Donc, avant d'envisager les différents dispositifs alternatifs, je vais revenir en mes 2 minutes sur le dispositif du PSE proprement dit. Simplement pour avoir en tête ses avantages et ses inconvénients. Rappelez-vous, quand on met en œuvre une procédure de PSE, la finalité, c'est d'arriver à une réduction de sa masse salariale, donc une réduction plus exactement de son niveau d'effectif.
La procédure de PSE, elle se traduit par, en parallèle, une procédure d'information-consultation avec son CSE et en parallèle, une négociation avec les organisations syndicales de ce qu'on appelle le PSE, le contenu du plan, qui se fait soit par voie d'accord, soit à défaut, qui peut se faire de manière unilatérale, dans un document unilatéral. Le contenu du PSE, il est soumis à un contrôle de l'administration qui va soit valider l'accord, soit homologuer le document unilatéral. Okay. Ensuite, eh bien, une fois que le PSE est mis en œuvre, il y a une phase préalable d'obligation de recherche de reclassement avant de prononcer les licenciements. Et une fois les licenciements prononcés, eh bien, les salariés bénéficient d'une priorité de réembauche. Donc voilà en quelques mots, vraiment en quelques mots, hein, puisque ça mériterait évidemment un webinaire entier, mais voilà grosso modo la procédure de PSE. L'avantage du PSE, c'est principalement son efficacité. C'est-à-dire que quand vous savez que dans un temps déterminé, vous avez besoin de réduire vos effectifs à hauteur de 50-100 salariés, eh bien, vous êtes garanti qu'avec le plan social, vous allez atteindre cet objectif. D'accord. En revanche, effectivement, le plan social présente un certain nombre d'inconvénients. Déjà, le plan social, généralement, va être assez coûteux, puisque dans le cadre de son contrôle, l'administration, elle va vérifier si le plan social, il est pertinent, en fait, ou en tout cas, si les mesures qui sont contenues dans le plan social sont pertinentes au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient. D'accord. Donc, il va falloir proposer un certain nombre de mesures coûteuses. Ensuite, le plan social, il présente des risques contentieux. Donc, un risque contentieux devant le tribunal administratif, c'est-à-dire sur le plan lui-même, et ensuite des risques contentieux devant le conseil de prud'homme, puisque pour mettre en œuvre un plan social, eh bien, il faut évidemment avoir un motif économique. Et ce motif économique, même une fois qu'on a eu la validation de la directe sur son plan, eh bien, il peut être contesté devant le conseil de prud'homme. Donc, on n'est jamais à l'abri d'avoir eh bien, tous ces salariés licenciés qui saisissent le conseil de prud'homme. Ensuite, le PSE, ça présente aussi des inconvénients en termes d'image, évidemment. Et enfin, eh bien, ça présente des inconvénients puisque il y a une priorité de réembauche pendant une période de 12 mois pour les salariés qui en manifestent le souhait. Et donc, on ne peut pas procéder à des réembauches de nouveaux salariés dans un certain délai. Bon, voilà, encore une fois, schématiquement et grosso modo, hein, les avantages et inconvénients du PSE. Et c'est en raison justement de ces inconvénients qu'il faut se poser la question, lorsque vous envisagez une restructuration, des autres outils alternatifs au licenciement économique. Alors, ces outils, on peut les classer en 3 grandes catégories. On a des outils de restructuration à froid. Donc là, on évoquera eh bien, les outils de GPEC, hein, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permettent d'aboutir à des ruptures de contrat via des congés de mobilité. On évoquera aussi le niveau dispositif de transition collective, et on verra ensemble si c'est oui ou non un outil de restructuration. Ensuite, on a des outils de restructuration à chaud. Donc là, les outils, ce sont des outils qu'on connaît. On va avoir la RCC, l'accord de performance collective ou encore le plan de départ volontaire autonome ou non. Et enfin, on a des outils que je qualifierais d'un autre genre, qui ne permettent pas véritablement de réduire la masse salariale, mais qui permettent en tout cas de répondre à la période de crise sanitaire en permettant de faire varier la durée du travail. Donc là, je parle essentiellement des dispositifs d'activité partielle et d'APME. Alors, on va regarder évidemment dans les grandes lignes chacun de ces dispositifs. Et j'essaierai à chaque fois de présenter les avantages et inconvénients de chacun. OK ? Alors, on va commencer par les outils de restructuration à chaud. Alors, dans les outils de restructuration à chaud, donc on a tout d'abord la rupture conventionnelle collective, que l'on pourrait d'ailleurs classer dans des outils de restructuration, je dirais plutôt, alors non pas à froid, mais plutôt à tiède. Bon, je vais m'expliquer pourquoi. En fait, la rupture conventionnelle collective, pour mémoire, elle a été créée par les ordonnances Macron et elle a été envisagée comme un outil permettant
d'envisager des mobilités volontaires externes via des ruptures d'un commun accord. Okay. Donc, la finalité du dispositif, c'est de parvenir à des départs volontaires, donc de fixer un nombre de départs volontaires et d'y parvenir, en sachant qu'il n'y a pas besoin de motifs économiques. Donc, il y a un objectif affiché dans le cadre de la rupture conventionnelle collective qui est d'arriver à une réduction d'effectifs hors motif économique. Donc, dans l'esprit, sachant qu'il n'y a pas de motif économique derrière, eh bien, il n'y a pas d'urgence, en fait, à parvenir à la réduction d'effectifs. Et c'est en cela que, théoriquement, le dispositif de rupture conventionnelle collective peut être envisagé plutôt comme un outil de restructuration à tiède, en fait. C'est-à-dire que la rupture conventionnelle collective pourrait être ouverte, en fait, au départ volontaire pendant une durée de 6 mois, 12 mois. Il n'y a pas de limitation de durée. Alors, quelles sont les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective? En fait, il faut nécessairement un accord, déjà. Donc, nécessairement un accord, mais donc pas de possibilité de procéder par voie unilatérale, pas de document unilatéral. Donc, c'est là une différence majeure avec le plan social, puisque au mieux, vous arrivez à un accord, et si vous n'y parvenez pas, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas avoir recours à ce dispositif. En revanche, c'est tout type d'accord qui peut être utilisé. Donc, si vous n'avez pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, eh bien, toutes les modalités de négociation dérogatoire, c'est-à-dire avec vos élus ou avec des salariés mandatés, en fonction de la situation de votre entreprise, sont ouvertes à la rupture conventionnelle collective. De la même manière, il n'y a pas de logique de seuil dans la rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement bénéficier de ce dispositif pour 3 départs volontaires, pour 4, pour 5, contrairement au plan social où il y a une logique de seuil, c'est à partir de 10. D'accord. Alors, dans l'accord, il y a un certain nombre de clauses à insérer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des clauses, mais dans l'idée, eh bien, il faut expliquer le dispositif, c'est-à-dire qu'il va falloir expliquer quels sont les postes ou les emplois ouverts au départ volontaire, en sachant que là aussi, la différence majeure avec le PSE, c'est que vous n'êtes pas tenu de viser des catégories professionnelles, d'accord? Donc, vous pouvez tout à fait viser des emplois. Alors, attention évidemment à ne pas tomber dans des cas de discrimination. Et ensuite, eh bien, vous allez expliquer dans votre accord quels sont les critères pour que un dépôt de dossier soit accepté, c'est-à-dire quelle est la nature du projet que doit présenter le salarié pour qu'il puisse être éligible au départ volontaire. Quels seront les critères de départage? Eh bien, s'il y a plus de candidats que de postes ouverts au départ. Quelles sont les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés? Puisque oui, dans la rupture conventionnelle collective, il faut aussi prévoir des mesures d'accompagnement, donc des mesures de formation, de VAE, d'aide à la création d'entreprise. Et il faut prévoir les indemnités de rupture, puisque le salarié qui part dans le cadre d'une RCC, il a le droit à une indemnité de rupture qui est au minimum égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Donc ça, c'est pour le contenu d'accord. Ensuite, la RCC, elle est également soumise à un contrôle de l'administration. Donc, un contrôle qui se fait par la voie d'une validation, en fait, de la directe, comme en présence d'un PSE. Donc, une validation du contenu de l'accord. Maintenant, il faut savoir que le contrôle, il est beaucoup moins large que dans le cadre d'un PSE. C'est-à-dire que la directe, elle va s'assurer de la présence des clauses obligatoires dans l'accord, mais elle ne va pas apprécier la pertinence des mesures qui ont été prévues dans l'accord. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait prévoir dans l'accord RCC des mesures d'accompagnement. Eh bien, comme c'est le cas d'ailleurs dans un plan social, eh bien, dans le plan social, la directe, elle va vérifier la pertinence de ces mesures au regard des moyens de l'entreprise et du groupe. Dans la RCC, elle ne fait pas ce contrôle-là. Donc, c'est là une différence majeure. En revanche, elle va s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination dans les mesures qui ont été prévues dans l'accord. Ensuite, une fois que le contrôle a été effectué, eh bien, la rupture du contrat, elle se fait dans le cadre d'une RCC d'un commun accord. Donc, ça veut dire que déjà, évidemment, que la RCC ne fait appel qu'à du volontariat, hein, donc il n'y a aucun départ contraint. Et
eh bien, c'est une rupture d'un commun accord. Donc, il n'y a pas de préavis, pas de licenciement, c'est une rupture dans notre genre. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la RCC? Alors, la RCC, en termes d'avantages, déjà, en termes de publicité, évidemment, c'est une meilleure publicité que le plan social. Et surtout, puisque la RCC n'a pas besoin de mettre en évidence un motif économique. Donc, l'entreprise n'est pas tenue de révéler sa situation de difficulté. Autre avantage, il n'y a pas, ou en tout cas, il y a beaucoup moins de risques contentieux en cas de RCC, précisément parce qu'il n'y a pas de motif économique. En revanche, bon, il peut y avoir des contentieux dans le cadre de RCC, mais ce sont des contentieux très particuliers. En fait, on va en retrouver précisément pour les salariés qui auraient candidaté à la RCC et qui se seraient vus opposer un refus et qui, du coup, contesteraient le fait qu'ils n'aient pas pu bénéficier de la RCC alors qu'ils considéraient avoir rempli les conditions. Bon, voilà le type de contentieux. C'est quand même beaucoup plus mesuré. L'avantage aussi, alors on va voir que ça peut aussi être un inconvénient, mais c'est qu'il n'y a pas de départ contraint. Donc, en termes de politique RH, c'est peut-être une mesure qui est peut-être plus facile à mener. Il n'y a pas de priorité de réembauche. Donc, vous pouvez tout à fait, après avoir mis en œuvre une mesure de RCC, si l'activité repart, eh bien, procéder à des embauches. Vous pouvez aussi procéder à des recrutements en CDD. Et il n'y a pas ni de CSP ni de congé de reclassement. Donc, on pourrait se dire que c'est une mesure un dispositif qui pourrait s'avérer moins coûteux, mais en réalité, en pratique, il s'avère que ça n'est pas tout à fait le cas, puisque dans la mesure où la RCC elle ne peut être utilisée que par la voie d'un accord, l'employeur, pour avoir un accord, il est obligé de céder, de faire des concessions. Et ces concessions, ça se traduit par des budgets en termes de formation, d'accompagnement à la mobilité externe. Et donc, finalement, ça reste quasiment aussi coûteux, voire parfois plus coûteux qu'une procédure de PSE. Voilà, il faut l'avoir en tête. Alors ensuite, quels sont les inconvénients du coup de la RCC? Alors, la RCC, déjà, premier inconvénient, évidemment, on ne peut pas passer par voie unilatérale. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait s'engager dans la voie de la négociation d'une RCC pendant plusieurs semaines pour finalement n'aboutir à rien. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on s'engage dans cette voie. Autre élément, et qui est également important, dans le cas de la RCC, l'employeur doit prendre des engagements en termes de maintien dans l'emploi. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit expliquer, il doit s'engager en fait dans l'accord, et c'est un point qui est soumis à la validation de la directe. Il doit s'engager à ne pas recourir à des licenciements économiques pendant une certaine durée après la mise en œuvre de la RCC. Alors, cette durée, elle n'est pas fixée par les dispositions légales, il n'y a pas de jurisprudence non plus là-dessus pour le moment. En revanche, au vu des accords, moi, que j'ai été amenée à connaître auprès des différentes directes, il y a des délais différents qui sont pratiqués par les directs. Donc, il y en a certaines qui exigent des délais de 6 mois, il y en a d'autres 12. Voilà, donc il faut avoir en tête que il est très difficile, et pour le coup, je n'ai jamais réussi à imposer un délai de 3 mois. Voilà. Ensuite, autre inconvénient, c'est que si vous avez un objectif de réduction d'effectifs à court terme, le risque avec la RCC, c'est que vous n'êtes pas certain d'aboutir d'atteindre votre objectif, parce qu'encore une fois, on n'est que sur des départs volontaires. Donc, vous pouvez tout à fait proposer une RCC qui soit très avantageuse avec 20 postes ouverts au départ volontaire et n'avoir que 3 candidats. Donc, c'est aussi un risque, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être contraint finalement après d'envisager d'autres dispositifs. Donc voilà pour la RCC. Serge, peut-être, est-ce que là-dessus, tu avais des commentaires sur la RCC? Est-ce que ça nécessite un accompagnement des Oui, alors
Oui, merci Pauline, merci Pauline. Et je repasse le message. N'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet questions. On reviendra sur une question qui a été posée, mais qui sera, je pense, plutôt à la fin des trois présentations des trois dispositifs. Oui, ce qu'on peut dire sur la RCC, ce qui est important, c'est ce que tu as dit, hein, c'est que c'est un principe de volontariat, à un niveau humain. Donc, le principe de volontariat, c'est qu'est-ce qui va faire qu'une personne elle va quitter l'entreprise. Donc, nous, notre travail d'accompagnement, d'abord, il doit se faire sur la préparation, c'est-à-dire, et sur la préparation, ça veut dire sur la prise en compte des risques, mais aussi des leviers qui vont faire que, effectivement, les personnes vont pouvoir se mobiliser dans le cadre de départ, mais aussi pour les personnes qui doivent rester, parce que tout ça, c'est de la transformation de l'entreprise et c'est du changement qui peut se poser. Donc, ça veut dire la communication, la préparation, la communication, la mobilisation des managers, elle est essentielle. Et ça passe par différentes actions d'accompagnement, hein, du management. Ça passe également par une sécurisation et un accompagnement au plus proche de chaque projet, identifié pour chaque personne, hein, quel qu'il soit, hein, suivant ce qui va être posé. Donc c'est vraiment, il y a vraiment deux volets, le volet préparation, le volet accompagnement des potentiels volontaires, et puis aussi l'accompagnement des personnes qui, au final, vont rester dans l'histoire de l'entreprise. Donc, c'est quoi l'histoire de demain de l'entreprise? C'est souvent la première question sur laquelle on travaille avec les directions des ressources humaines ou les directions générales. C'est quoi l'histoire au bout du compte si vous passez sur le RCC, qui est un très bon levier, mais qui doit être pour moi très très bien préparé et qui effectivement, sur la notion de court terme, il faut aussi prendre en compte la possibilité, surtout dans le contexte aujourd'hui, qu'au final, on n'a pas le nombre de volontaires qu'on estimait. Il faut aussi le prévoir avec toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre, même des propositions de dynamisation sur les nouveaux métiers, sur la création d'entreprises, sur la retraite, etc. Ce n'est parfois pas suffisant. Donc, il faut prévoir aussi éventuellement des adaptations. Il faut que l'entreprise l'ait bien pris en compte. Hein. Voilà ce que je pourrais dire sur, encore une fois, de manière très très rapide, hein, sur l'accompagnement dans le cadre de rupture conventionnelle collective. Ok. Est-ce qu'on passe, Serge, au second dispositif? Est-ce qu'il y avait des questions sur la RCC peut-être? Non. Pas de questions sur la RCC, mais elles peuvent venir un peu plus tard, hein, mais pas pour l'instant. Alors, deuxième outil de restructuration à chaud, c'est le plan de départ volontaire. Alors, autonome ou non d'ailleurs. Hein. En fait, on a deux catégories de plans de départ volontaire. On a effectivement le plan de départ volontaire qui est une création de la jurisprudence, hein, et qui, à l'instar de la RCC, ne repose que sur le volontariat, donc il n'y a aucun départ contraint. On va voir que ce n'est pas la même chose que la RCC, hein, donc c'est un dispositif qui continue d'exister en parallèle de la RCC. Et on peut avoir aussi des plans de départ volontaires mixtes, c'est-à-dire que ce sont des plans qui sont adossés en fait à un PSE et qui constituent une phase préalable à des départs contraints. Alors en pratique, comment se déroule la mise en œuvre d'un plan de départ volontaire? Alors déjà, soit, et c'est là une première différence avec les RCC, on peut recourir à en fait, la procédure, ça va être la même que le PSE, c'est-à-dire que soit on peut recourir à un accord, soit à un document unilatéral. Donc, c'est déjà une différence majeure, c'est-à-dire que si vous savez que vous ne voulez pas avoir recours à des départs contraints, mais que des départs volontaires, et que vous craignez avec les RCC de ne pas parvenir à la négociation d'un accord, eh bien, peut-être que la voie du plan de départ volontaire autonome est la meilleure, puisque là, vous pouvez procéder par votre document unilatéral. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres contraintes avec le plan de départ volontaire autonome. Déjà, première contrainte, il y a une notion de seuil d'effectif, c'est-à-dire que le plan de départ volontaire, il n'est ouvert que pour les entreprises de plus de 50 salariés et à partir des seuils d'effectifs équivalents au PSE, c'est-à-dire à partir de 10 salariés sur de 10 suppressions de postes envisagées sur une période de 30 jours. Ensuite, eh bien, le plan de départ volontaire, il suppose d'établir un motif économique. Et là aussi, c'est une différence majeure avec la RCC. Au-delà de ça, le plan de départ volontaire, il suppose de suivre exactement la même procédure que le PSE, c'est-à-dire la même procédure d'information-consultation du CSE. Alors que c'est un point que je n'avais pas précisé au niveau de la RCC, mais la RCC ne nécessite pas, en tout cas pour le projet d'accord, ne nécessite pas de consulter le CSE.
Ensuite, dans le plan de départ volontaire, il y a aussi un contrôle de l'administration. Donc, contrôle qui est encore une fois équivalent à celui du PSE. Hein. Donc, il y a une validation quand c'est un accord ou une homologation quand c'est un document unilatéral. Et la directe, elle va contrôler le respect de la procédure et elle va aussi contrôler, comme dans un PSE, la pertinence des mesures du plan. Alors, évidemment, elle va peut-être être moins stricte dans son appréciation que dans le cadre d'un PSE, mais elle va malgré tout apprécier la pertinence. Hein, ça fait partie de son contrôle. Donc, autre différence entre plan de départ volontaire et RCC, par exemple, c'est que dans le plan de départ volontaire, les salariés ou candidats au départ doivent bénéficier soit du CSP, soit du congé de reclassement. Et c'est là aussi une différence majeure et qui se traduit essentiellement en termes de coûts pour l'entreprise. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients du plan de départ volontaire? Alors, en termes d'avantages, déjà, par comparaison, en tout cas avec les RCC, c'est la possibilité de passer en document unilatéral. D'accord? Il y a un deuxième avantage qui est la possibilité, en fait, d'adosser le plan de départ volontaire à un PSE. Et donc, si jamais l'objectif en termes de nombre de suppressions de postes n'est pas atteint, eh bien, il y a cette possibilité de recourir à des départs contraints. Sachant que quand vous faites un plan de départ volontaire autonome, finalement, vous allez respecter exactement la même procédure en fait que le PSE. Eh bien, on peut se dire, c'est peut-être dommage de faire tout ça pour finalement ne pas s'être laissé la possibilité d'avoir recours à des départs contraints si besoin. Donc, c'est pour ça que le cas des PSE mixtes, c'est plutôt une bonne solution. Ensuite, si je parle essentiellement du PDV autonome, donc excluant des départs contraints, c'est peut-être, il y a un avantage en termes d'image et en termes de politique RH, ça c'est évident. Maintenant, il y a des inconvénients, évidemment, on les a déjà un peu vus, hein, mais le premier inconvénient, c'est qu'il va falloir établir un motif économique. Donc, motif économique qui, de fait, va exposer l'entreprise, encore une fois, à un risque contentieux, puisque même quand on est sur du départ volontaire, donc rupture d'un commun accord, eh bien, les salariés peuvent contester le motif économique à l'origine de la rupture d'un commun accord, même s'ils étaient d'accord, tout à fait. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est peut-être la lourdeur de la procédure, puisque c'est toute la procédure de PSE qui va être suivie. Maintenant, là-dessus, moi, j'ai une appréciation un peu différente, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, bon, la procédure de PSE, elle est assez lourde, elle est assez longue, elle est technique, hein, d'ailleurs. Maintenant, elle est aussi rassurante, en fait, parce que elle est encadrée, en tout cas, depuis la loi de modernisation sociale, elle est encadrée, il y a des délais contraints. On sait exactement comment elle se déroule. Donc, finalement, on sait où on va. Donc, ça peut être un avantage ou un inconvénient, en fait. Hein, c'est une question de point de vue. Ensuite, en revanche, il est certain que le plan de départ volontaire autonome va être coûteux et va être très clairement aussi coûteux, voire peut-être même plus coûteux qu'un plan social classique. Donc, voilà un peu sur les avantages et les inconvénients du plan de départ volontaire si on essaie de le comparer en fait au PSE classique et à la RCC. Merci Pauline. J'ai une question d'Arnaud sur est-ce que s'il y a moins de 50 salariés et pas de CSE, est-ce qu'on peut quand même faire un PDV? Non, justement, c'est pas possible. Il y a une logique de seuil en fait sur le PDV qui est exactement la même que pour le PSE. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 50 salariés et envisager des ruptures de contrat d'au moins 10 salariés, en gros, sur une période de 30 jours. En revanche, la RCC est ouverte aux entreprises de moins de 50 salariés sans aucune logique de seuil. Donc, c'est peut-être du coup cet outil-là qui est le plus à même. Enfin, soit cet outil-là, soit, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a aussi la question du petit licenciement économique. Hein, c'est-à-dire que si c'est moins de 10 salariés de moins de 10 suppressions de postes qui sont envisagées, la procédure de PSE n'est pas applicable. Et donc, du coup, là, c'est encore un autre dispositif.
Merci Pauline. Une autre question, alors qui était posée dans le cas de la RCC, mais elle se pose également dans le cas de plan de départ volontaire autonome, c'est le cas du collaborateur stratégique que l'entreprise veut vraiment pas voir partir et qui se déclare volontaire. Quels sont un peu, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour garder en fait les collaborateurs stratégiques, c'est-à-dire ceux qui, les talents, les plus jeunes, les personnes qui peuvent amener les commerciaux. Enfin, tu vois à peu près ce qu'on peut dire vers un collaborateur stratégique. Alors tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant comme question et c'est vrai que je l'ai pas mis dans les inconvénients aussi du plan de départ volontaire et de la RCC, mais c'en est un. C'est vrai que quand on ouvre comme ça au départ volontaire, généralement on a toujours peur de voir les éléments clés en fait quitter l'entreprise. C'est clair que c'est un vrai sujet. Alors il y a un garde-fou qui a été prévu dans les textes, hein, justement sur la RCC, mais qui est aussi applicable pour le plan de départ volontaire, et qui permet de refuser en fait le départ volontaire à un salarié dès lors que son départ nuirait en fait au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est de cette façon que sont rédigés les textes. On peut avoir 1 million d'interprétations possibles de cette phrase. Donc, ce qui est certain, c'est que il va falloir, à mon avis, anticiper cette situation au maximum en fait dans le plan pour essayer déjà de trouver en amont les raisons qui seraient entendables en fait pour refuser le départ volontaire à certains salariés, pour ne pas justement, voilà, que vous ayez ensuite des contentieux sur ce sujet. Voilà, est-ce que ça répond déjà Après, il y a un autre travail qui peut être fait en amont, c'est d'essayer, alors c'est dans la mesure du possible, de viser au maximum des postes, puisque quand on est dans une RCC, on n'a pas besoin de viser des catégories professionnelles. Attention, parce que plan de départ volontaire, on vise des catégories. Mais donc on peut peut-être un peu plus cibler dans la nature des postes qui sont ouverts au départ. Et donc on peut essayer peut-être dans la stratégie en amont de négociation de l'accord, d'essayer de viser des postes où on sait qu'on n'a pas d'éléments clés. Voilà. En termes d'accompagnement des entreprises, nous, l'accompagnement opérationnel, c'est pour ça qu'il est hyper important au démarrage d'un projet qu'on puisse avoir un échange. Et souvent dans les échanges qu'on a, c'est la communication, c'est le risque qu'il peut y avoir, mais aussi le risque de ces fuites des personnes qui peuvent être essentielles dans la reprise d'une entreprise ou dans la réorganisation, la transformation de l'entreprise. Et ça, c'est un des points. Et parce qu'il est très très compliqué, une personne qui a décidé de partir, il est très très compliqué de la garder en fait dans les effectifs. Donc il y a un travail managérial qui devrait avoir lieu et ça fait signe, ça fait quelque chose. Enfin il y a quelque chose qui se passe et il vaut mieux l'anticiper au maximum. Donc ce qu'on fait souvent, c'est aussi une cartographie un peu alors soit des catégories professionnelles à risque, soit des emplois qui peuvent être à risque, pour aussi envisager éventuellement plan de départ volontaire autonome ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des recrutements, ou en tout cas anticiper sur des recrutements si on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui risquent de suivre une voie extérieure et quitter l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un travail important qui est fait avec les managers et avec les RH pour identifier. Et ça, on peut l'identifier. Il y a une question qui est posée par Morgane sur le risque de discrimination si on choisit d'accepter ou de refuser telle ou telle personne. Une discrimination et est-ce qu'il y a des clauses par rapport à ça? Et oui, évidemment. Non, c'est évidemment un point que j'ai mentionné tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est un point qui est soumis au contrôle de la directe. Il ne faut pas que dans l'accord, il y ait des mesures qui puissent être considérées comme des discriminations en fonction de l'âge, par exemple, notamment, ou des discriminations fondées sur d'autres critères. Donc non, justement, il faut trouver les bonnes raisons qui ne puissent pas être considérées comme étant discriminatoires. Après, dans les points à rajouter en termes d'accompagnement et en termes je vous ai mis l'accompagnement, la préparation est toujours essentielle, la communication est toujours essentielle, la sécurisation est essentielle dans le cas de plan de départ volontaire. Ça veut dire, c'est un dossier précis qui va permettre de voir le risque que prend la personne et éviter des départs de personnes qui peuvent être en risque. Il y a quand même des risques contentieux sur un départ volontaire ou sur qui est vraiment important à prendre en compte. Et puis
En dehors de ça, une fois que la personne est partie, il faut vraiment que l'entreprise prévoie un accompagnement. Et c'est dans le cadre d'un outplacement individuel avec différentes phases d'accompagnement pour finaliser le projet et faire que la personne, elle ait effectivement un emploi, si c'est un projet d'emploi, et ou à l'issue de la formation, elle puisse avoir un emploi, voire une création d'entreprise, et que ça pas juste une demande. Et ça, c'est vraiment un élément important et sur lequel la DRIT est très l'administration du travail est très très sensible aussi aux moyens qui peuvent être mis en œuvre. Et là, il y a une obligation vraiment quasiment une obligation d'avoir un accompagnement qui vraiment garantit une solution pour les personnes et donc meilleur accompagnement possible. Ensuite, troisième outil de restructuration à chaud, c'est l'accord de performance collective, qui est là aussi une création des ordonnances Macron. Alors en fait, les ancêtres, on va dire, de cet accord, c'était, rappelez-vous, avant il y avait l'accord de maintien dans l'emploi, qui était un accord qui devait répondre à une situation économique grave, à des difficultés économiques graves et qui permettait en fait de faire varier notamment la rémunération pendant une durée limitée pour justement faire face à cette situation économique. Donc, on avait vu quelques exemples d'accords de maintien dans l'emploi, je pense notamment aux accords SMART, vous en avez dû en entendre parler, hein, c'était il y a quelques années. Moi, j'ai fait un accord de maintien de l'emploi pour une entreprise dans un secteur très, très particulier, une industrie où effectivement, il y avait de graves difficultés économiques, il y avait des problèmes de trésorerie. Et donc, on avait convenu que pendant une durée de 1 an et demi, eh bien, les salariés perdraient leur rémunération à hauteur de 20%, mais qu'en contrepartie, eh bien, on conservait tous les emplois. Donc, on n'envisageait aucun plan social. Alors, ça a été très, 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 très dur à négocier, hein, évidemment. Dès qu'on touche à la rémunération, c'est très compliqué. Maintenant, ça a fonctionné puisqu'on était dans un secteur où les salariés, clairement, ils avaient des postes qui étaient très particuliers. Ils auraient été dans l'incapacité de retrouver un autre emploi, en fait, si on avait fait un plan social. Maintenant, au moment où justement j'avais fait cet accord, j'avais constaté qu'il y avait eu que très très peu d'accords de maintien de l'emploi en France. Donc c'est un dispositif qui n'a pas du tout fonctionné. Et pourtant qui était une alternative déjà intéressante en fait au licenciement économique, mais qui était tellement novateur en fait à l'époque que finalement il y a très peu d'entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Et le législateur a continué en fait à vouloir encourager les entreprises à envisager ces outils alternatifs. Donc après l'accord de maintien dans l'emploi qui était soumis déjà à des conditions assez restrictives, eh bien on a eu les accords de préservation de l'emploi et qui eux étaient déjà un petit peu plus souples en termes de conditions de recours. Bon, ils n'ont pas plus fonctionné, hein, donc ils ont été abandonnés au bout de même pas 2 ans de mémoire. Et c'est pour cette raison que les ordonnances Macron, elles ont supprimé tous les précédents dispositifs et elles ont créé l'accord de performance collective qui, pour le coup, en termes de conditions de recours et en termes de finalité, est beaucoup plus flexible et permet de faire beaucoup plus de choses. Il est même d'ailleurs assez extraordinaire, hein, cet accord. Alors, il n'y a pas d'objectif affiché dans l'accord de réduction des effectifs, hein, au contraire. Hein, à la base, ça n'est pas du tout l'objectif de l'accord. En fait, l'accord, son objectif, c'est soit de préserver justement l'emploi et donc d'impacter en fait la masse salariale en modifiant certains éléments du contrat de travail et les éléments essentiels, donc en modifiant la durée du travail, la rémunération, la mobilité géographique ou la mobilité, enfin les qualifications. Donc ça permet de modifier la masse salariale en travaillant justement sur ces éléments essentiels du contrat de travail, mais ça n'est pas évidemment d'aboutir à des suppressions de postes. Maintenant, il s'avère qu'in fine, c'est un outil de restructuration parce que cette réduction de la masse salariale, déjà, c'est souvent le but en fait de tout plan de restructuration. Et puis, c'est un outil intéressant puisqu'en fait, il permet d'aboutir à une réduction de la masse salariale et une réduction qui peut être tout à fait opportune puisqu'en fait, c'est seulement les salariés qui ne seront pas en phase
avec les modifications prévues par l'accord qui feront l'objet d'un licenciement. Donc, c'est un outil qui peut être vraiment très, très intéressant. Alors, en termes de modalités, bon, déjà, c'est un accord. Donc, l'accord de performance collective, évidemment, il suppose d'entrer dans la voie de négociation. Alors, pas nécessairement avec les organisations syndicales représentatives, puisque ça, c'est un sujet qui s'était posé au démarrage. On s'était interrogé sur la possibilité de négocier un accord de performance collective avec le CSE ou avec des salariés mandatés, enfin, en tout cas avec les voies de négociation dérogatoires. Et ça a été confirmé, en fait, récemment par le gouvernement. Donc, ça veut dire que oui, on peut faire tout type d'accord, tout type de négociation pour parvenir à un APC. Donc, l'accord, lui, il va préciser quel est son motif, donc quel est l'objectif et quelle est la nature de la modification envisagée et les incidences en cas de refus de la part des salariés. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Là, une entreprise décide que pour réduire ses coûts de fonctionnement, eh bien, elle a besoin de changer de local, elle déménage. Et il se trouve que le nouveau lieu de travail, eh bien, il est en dehors du secteur géographique précédent, c'est-à-dire qu'il est à peut-être 1h30 de route. Juridiquement, l'employeur, lui, il ne peut pas imposer une modification du lieu de travail. Enfin, je parle sauf clause de mobilité, évidemment. Il ne peut pas imposer une modification du lieu de travail qui soit en dehors du secteur géographique. OK. En revanche, eh bien, avec un accord de performance collective, l'employeur, il peut imposer cette modification. Donc, il va pouvoir dire à tous ses salariés, l'entreprise, pour assurer sa pérennité, ou l'entreprise, pour poursuivre son bon fonctionnement, eh bien, elle a besoin de changer de local. Et bien que les contrats de travail mentionnent un précédent lieu de travail, ou bien que le nouveau lieu de travail ne soit pas dans le même secteur géographique, eh bien, cette modification du lieu de travail, elle va être imposée aux salariés. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, les salariés, eux, auront le choix, évidemment, de dire j'accepte ou je n'accepte pas l'application en fait de cet accord à mon contrat de travail. Donc, si j'accepte, eh bien, les dispositions de l'accord vont venir se substituer à mon contrat de travail. Et donc, mon nouveau lieu de travail sera le nouveau lieu tel qu'il est prévu dans l'accord. Ou alors, je refuse l'application de l'accord à mon contrat de travail et j'ai le droit de refuser. Mais si je refuse, eh bien, je fais l'objet d'un licenciement qu'on appelle un licenciement sui generis. C'est-à-dire c'est un licenciement dont le motif a une cause réelle et sérieuse, puisque le motif, c'est le refus d'application de l'accord. Et c'est un licenciement qui obéit aux règles de licenciement pour motif personnel. D'accord? Et c'est là une différence majeure avec les précédents accords de maintien dans l'emploi et de préservation de l'emploi, où la nature du licenciement, elle était économique. Okay. Là, on est sur du licenciement pour motif personnel, donc il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Donc, ça veut dire que c'est aussi un licenciement qui est beaucoup moins coûteux pour les entreprises. Donc, voilà un premier exemple. Alors, des exemples, il peut y en avoir plein, parce qu'encore une fois, c'est tous les éléments essentiels du contrat de travail qui peuvent être modifiés. Donc, on peut aussi avoir, par exemple, une modification substantielle des horaires de travail. Si, par exemple, l'entreprise a besoin, pour répondre à des nouvelles exigences de clients, elle a besoin de décaler en fait sa journée de travail avec peut-être une partie qui soit en horaire de nuit, par exemple. Là, une telle modification, elle ne peut pas non plus être imposée aux salariés sans son accord, dès qu'on a une partie comme ça des horaires qui sont en horaire de nuit. Eh bien, par la voie de l'APC, on va pouvoir imposer cette modification aux salariés. Autre exemple, l'entreprise elle a besoin de trésorerie, mais elle ne veut pas procéder à des licenciements économiques. Ça n'est pas l'outil le plus adapté. Elle a simplement besoin de trésorerie pendant quelques temps pour faire face à la crise. Et donc, elle va demander à ses salariés d'abandonner, en gros, leur prime de 13e mois pendant une durée de 12 mois. Et donc, elle peut, par la voie de l'APC, dire il n'y aura pas de prime de 13e mois en 2021, mais par contre, il est possible de prévoir des clauses de retour à meilleure fortune. Et donc, si la situation en 2022 s'améliore, eh bien, les salariés rebénéficieront à nouveau de leur prime de 13e mois. Voilà. Donc, ça, ce sont des exemples.
Des exemples d'utilisation de l'APC, on pourrait en avoir plein. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on peut modifier soit la mobilité géographique, les missions du salarié, la rémunération ou la durée du travail. Et on peut imposer cette modification. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce dispositif? Alors, premier avantage, déjà dans l'APC, il n'y a aucun contrôle de l'administration. Il n'y a aucune… en fait, cet accord, il passe complètement sous les radars. Hein, donc, ça veut dire qu'il se négocie en interne, donc soit avec les OSR, soit avec son CSE. Et il n'y a aucune vérification par l'administration en amont. Ensuite, l'avantage de cet accord, ça va être son coût. Parce que finalement, cet accord, sachant que il ne nécessite pas de proposer des mesures d'accompagnement et que si licenciement il y a, parce qu'il y a des salariés qui refuseraient l'application de l'accord à leur contrat, eh bien, ce sont des licenciements entre guillemets à moindre coût, par comparaison en tout cas avec un licenciement économique. Ensuite, eh bien, autre avantage, c'est la simplicité du dispositif. C'est-à-dire que cet accord, c'est de la négociation, donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Il n'y a pas de technicité particulière qui serait équivalente à ce qu'on va retrouver dans le cadre d'un PSE, par exemple. Donc, c'est finalement assez simple. Et on peut prévoir dedans des clauses de retour à meilleure fortune pour que on parvienne à la négociation d'un accord et que l'accord soit mieux compris par la communauté des salariés. Voilà. Après, évidemment, il y a des inconvénients dans l'APC, comme dans tous les dispositifs. Déjà, c'est ce qu'on a dit en introduction. Initialement, ça n'est pas un outil dont l'objet vise la réduction des effectifs, hein, évidemment. Donc, on peut tout à fait se retrouver dans une situation où on n'a aucun refus d'application de l'accord au contrat. Donc, il ne faut surtout pas se dire « j'utilise cet outil parce que je me dis que les salariés vont refuser et que je vais pouvoir faire des licenciements par ce biais ». Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai un objectif en termes de réduction de ma masse salariale. Cet outil va me permettre de réduire ma masse salariale et oui, peut-être que je vais avoir des licenciements, mais en tout cas, ça n'est pas l'objet du dispositif. En sachant qu'il y a un autre inconvénient aussi, c'est qu'on peut tout à fait se retrouver dans une situation qui n'aurait pas été anticipée et qui serait qu'on aurait au contraire un très grand nombre de refus. Et qu'on va devoir du coup, refus qui nécessairement vont se traduire par des licenciements qu'on n'aurait pas anticipé. Donc, l'APC, c'est un outil qui est vraiment très intéressant, mais qui est à manier avec beaucoup de précautions, évidemment. Alors, du coup, en termes d'accompagnement, pour le coup, je ne sais pas si l'APC, ça se traduit par beaucoup d'accompagnement RH. Beaucoup de préparation et pour ma part, j'ai beaucoup de questions surtout. Et donc, beaucoup de questions et merci beaucoup pour toutes vos questions. On passe aussi des sondages de manière régulière. Vous aurez les réponses à la fin. Hein, c'est une façon et merci beaucoup pour toutes ces questions. Une question sur Nathalie, sur les motifs qui ne peuvent pas faire l'objet d'un APC. Quels sont les motifs? Est-ce que la réglementation est claire sur ce sujet? En termes de protection des salariés. Les motifs, ils ne sont pas envisagés par la voie de la négation dans les textes. Hein. C'est plutôt le motif en fait de recours à l'APC, ça doit être soit une mesure nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, soit une mesure qui permet d'aboutir à la préservation de l'emploi. D'accord? Donc, c'est très large. Alors, est-ce qu'il y a des motifs qui seraient exclus? En fait, les motifs qui seraient exclus, ce seraient des motifs qui mettraient immédiatement en évidence de la discrimination et voilà, qui viseraient clairement à atteindre des réductions d'effectifs et qui seraient en fait un contournement du licenciement économique. Voilà. Maintenant, ça reste à prouver. Voilà, les motifs qui, en tout cas, pourraient alerter un juge peut-être, parce que pour le moment, on n'a pas de contentieux encore sur les APC, mais bon, on peut se douter que s'il y a des accords de performance collective un peu tendancieux qui sont signés dans des entreprises avec des motifs comme ça de contournement des licenciements éco, ou alors qui permettent d'exclure toute une catégorie un peu âgée de personnel, par exemple, on peut imaginer qu'il y ait des contentieux après.
Donc, pour le moment, il n'y en a pas, mais on peut imaginer qu'il y aurait des contentieux qui, du coup, reviendraient à remettre en question, en fait, l'objet et la finalité initiale du dispositif et, du coup, la validité du licenciement. Voilà. Donc, pour le moment, il vaut mieux être prudent sur les motifs. Une question complémentaire de Marie-Claire, justement, sur comment est-ce qu'on peut vendre l'APC auprès des organisations syndicales. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé là, de la relation sociale qui sont essentielles dans le cadre de ces différents accords, les premiers accords qu'on a pu voir. Et comment est-ce qu'on peut vendre l'APC aux organisations sociales, syndicales qui sont frileuses, qui sont souvent frileuses par rapport à ce dispositif, selon Marie-Claire en tout cas. Ah oui, non, mais alors là, Marie-Claire, je vous rejoins totalement. C'est-à-dire qu'il y a même un refus de certaines organisations syndicales de signer ce type d'accord. Voilà, ils freinent des pieds pour s'engager dans cette voie. En fait, l'APC, il faut vraiment le présenter comme étant un outil qui permet à l'entreprise justement de faire face à une situation qui potentiellement pourrait se traduire à terme par un plan social et qui justement est un préalable qui va permettre d'éviter cette situation. Donc c'est plutôt en tout cas de cette façon-là qu'il faudrait présenter le dispositif en fait aux organisations syndicales en expliquant que c'est un effort en fait qui est demandé maintenant aux salariés justement pour éviter une situation dramatique dans les mois qui suivent. Une question également sur les salariés à temps partiel, les salariés protégés. Est-ce que l'accord de performance collective s'impose aussi pour ces salariés-là? Est-ce que Alors non, salariés... il y a des mesures protectrices évidemment pour les salariés à temps partiel. Hein. On ne va pas pouvoir les faire passer à temps plein évidemment. C'est pareil pour les forfaits jours d'ailleurs non plus. Hein. On ne peut pas remettre en cause leur forfait jour. Bon, il y a évidemment des garde-fous. C'est la même chose. On ne peut pas imposer une modification du contrat sans l'accord du salarié aux salariés protégés. Voilà, il faut savoir qu'en fait, un petit peu comme toutes les dernières mesures d'ailleurs qui ont été prises par le gouvernement, l'accord de performance collective, il a été inséré comme ça dans les ordonnances Macron. Quand on regarde les dispositions légales, il y a très peu de choses en fait sur cet accord, alors que pourtant son objet il est très large, c'est-à-dire que c'est assez incroyable même d'ailleurs qu'il puisse modifier comme ça toutes les clauses essentielles du contrat de travail. Donc en fait, toutes les incidences potentielles de l'APC n'ont pas été envisagées à date par les dispositions légales. Et donc, évidemment, rien n'a été dit sur le temps partiel, rien n'a été dit sur le forfait jour, mais oui, on le sait, parce que maintenant, on a eu, en plus, il y a eu un question-réponse sur l'APC. On sait maintenant, évidemment, que l'APC ne peut pas permettre de tout modifier. Et évidemment, voilà, les salariés qui ont des statuts un peu particuliers, eh bien, ils font l'objet d'une forme de protection. Question justement, est-ce que l'APC est toujours contextualisé donc par rapport à une situation précise, ou est-ce il peut être aussi une façon globale sur une situation de manière générale en fait. Alors en fait, dans l'APC, il faut toujours mettre un préambule pour expliquer quelle est la finalité en fait de l'accord. Donc on peut pas juste se dire, voilà, on a décidé qu'on allait modifier la durée du travail ou la rémunération. Évidemment, il faut toujours contextualiser. Et puis, de toute façon, dans le cadre de la négociation avec des OSR, il est très difficile de ne pas contextualiser. Il faut bien apporter une explication au pourquoi de la négociation. Il y a encore plusieurs questions, mais est-ce que si on doit avancer, parce qu'il est déjà 9h38, on va avancer. Merci beaucoup et on va garder toutes vos questions si on n'y répond pas. Et avec Pauline, on y répondra de manière plus individuelle. Il y a encore 2-3 questions sur ces sujets-là. Voilà, mais si on va avancer sur le tiède. Oui, alors, donc du coup, donc là, on a vu des outils de restructuration à chaud. Ensuite, on a... mince, j'arrive le froid, même. On passe sur le froid? Oui. Alors, je n'arrive pas. Serge à faire passer la slide. Ah, si, c'est bon. Bon. Donc, dans les outils de restructuration à froid, on va avoir tout d'abord l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui va permettre d'intégrer dedans ce qu'on appelle un congé de mobilité. Bon, alors, déjà, première chose, ce dispositif, il n'est ouvert qu'aux entreprises d'au moins 300 salariés.
en fait, plus exactement aux entreprises qui sont soumises à l'obligation de négocier sur la GPEC. Donc, quelle est la finalité du dispositif? En fait, concrètement, ça va se dérouler de la manière suivante, c'est-à-dire que les entreprises qui sont soumises à l'obligation de négocier un accord sur la GPEC, eh bien, il faut qu'elles soient pourvues d'un accord GPEC pour pouvoir envisager un congé de mobilité. Okay. Donc, dans l'accord GPEC, on va retrouver eh bien, un certain nombre de mesures qui visent à accompagner les salariés dans la transformation des emplois, etc. Donc, on va trouver des mesures en termes de formation, d'entretien, de VAE, voilà, tout ce qui vraiment permet de… D'ailleurs, c'est tout à fait ton domaine, du coup, Serge, hein, tu saurais mieux l'expliquer que moi, voilà. Mais voilà, toutes les mesures qu'on retrouve globalement dans un accord GPEC, et on peut aussi envisager dedans eh bien, des mobilités externes via un congé de mobilité. Donc, l'idée, ce sera de dire, pour certaines catégories d'emplois, qui seraient, par exemple, des emplois sensibles, mais pas nécessairement, eh bien, on va dire, ces emplois, eh bien, ils pourront bénéficier d'un congé de mobilité pour bénéficier d'une mobilité en externe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir négocier, alors moi, je le fais plutôt comme ça en principe, mais je fais plutôt un avenant, en fait, à l'accord GPEC, d'accord? Ou un accord congé mobilité qui va venir s'adosser à un accord GPEC. Et dans cet avenant ou dans cet accord sur le congé de mobilité, eh bien, vous allez pouvoir envisager un petit peu de la même manière que pour un plan de départ volontaire, eh bien, un accompagnement des salariés vers une rupture de leur contrat. Donc, l'idée du dispositif, c'est quoi? C'est que les salariés qui ont un projet professionnel ou personnel d'ailleurs, hein, ça c'est vous qui fixez dans l'accord la nature du projet. Les salariés qui ont un projet et qui souhaiteraient mettre en œuvre ce projet, eh bien, ils pourront bénéficier de ce qu'on appelle un congé de mobilité. Donc, un congé de mobilité, c'est quelque chose d'équivalent en fait au congé de reclassement. Donc, c'est une période pendant laquelle le salarié pourra bénéficier de l'accompagnement d'un cabinet de placement, type RH Partners, qui pourra bénéficier du maintien d'une allocation de congé de mobilité qui est équivalente à l'allocation de congé de reclassement et qui pourra pendant cette période bénéficier soit des formations qui lui permettent d'aboutir à son projet, soit de commencer à créer son entreprise si c'est la nature de son projet. Et en fait, au terme et au moment de l'entrée en congé de mobilité, eh bien, le contrat de travail, il est rompu d'un commun accord, en fait. Donc, c'est bien un dispositif qui est aussi ouvert, en fait, aux salariés volontaires, d'accord? On n'est pas sur du départ contraint. On est vraiment sur quelque chose de similaire, en fait, au plan de départ volontaire. Sauf que là, ça n'est pas un plan de départ volontaire qui est soumis à un motif éco ou qui est lié en tout cas à une procédure de PSE, c'est vraiment un plan de départ volontaire en fait qui serait intégré dans un accord GPEC et qui nécessiterait la mise en œuvre d'un congé de mobilité. Voilà. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ce dispositif? Ah oui, alors déjà, il y a un point que je n'ai pas cité, c'est que c'est vraiment un outil de restructuration à froid. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'ouvrir l'accord sur le congé de mobilité pendant une durée de 3 semaines. C'est-à-dire que l'accord GPEC, déjà, c'est un accord qui, normalement, a une durée d'application de 3 ans. Donc, on est déjà sur des durées quand même qui sont assez longues. Et l'outil, en tout cas dans l'esprit, il permet d'accompagner des emplois sensibles, mais il n'y a pas de but affiché de réduction d'effectifs à court terme. C'est pas l'idée du dispositif, même si ça peut permettre d'aboutir à cet objectif-là, mais c'est pas l'esprit. Donc, c'est vraiment de la restructuration à froid. L'idée, c'est de dire, voilà, tous mes emplois un peu sensibles, je les ouvre au départ. Peut-être que ces départs, ils vont mettre entre 3 et 6 mois, mais voilà, ça va me permettre, moi, de gérer mes emplois et mes compétences à moyen terme, en gros. Donc, quels sont les avantages de ce dispositif? Donc, déjà, le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de motif économique. Donc, on peut s'engager dans la voie d'une GPEC sans avoir nécessairement de difficultés. Donc, ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. C'est juste une négociation, en fait, qui est faite avec les organisations syndicales. Deuxième
Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a là aussi aucun contrôle de l'administration sur un accord GPEC. Donc, ça veut dire qu'on peut intégrer dedans l'équivalent d'un plan de départ volontaire sans qu'il n'y ait aucun contrôle de l'administration. Donc, c'est en ça déjà que l'accord GPEC, il est intéressant. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est en termes d'image. Parce que finalement, l'accord GPEC et l'accompagnement des salariés vers la mobilité externe, là, on n'est plus dans la réduction d'effectifs et les difficultés économiques, on est vraiment dans l'accompagnement des salariés dans la réalisation de leurs projets personnels ou professionnels. Donc, c'est plutôt un outil qui peut être présenté habilement comme quelque chose de positif, en fait. Donc, voilà, si en tout cas, dans votre entreprise, la question d'image est primordiale, mais c'est peut-être un outil qui est à favoriser alors parce qu'il permet justement de préserver cette image et d'arriver en même temps à des réductions d'effectifs. Alors évidemment, il y a des inconvénients. Déjà, c'est qu'il faut un accord. Hein. On ne peut pas faire de départ volontaire via la GPEC sans accord collectif. Bon, l'autre inconvénient, mais je l'ai dit en introduction, c'est évidemment il y a un solde d'effectifs à 300 salariés, hein, donc c'est quand même limité en termes d'entreprise. Ensuite, autre inconvénient, le coût peut s'avérer assez important aussi parce que il faut accompagner des salariés, donc il faut prévoir un certain nombre de mesures d'accompagnement pour que chaque salarié puisse faire la formation dont il a besoin, bénéficier du budget dont il a besoin pour démarrer son entreprise. Il y a aussi un budget qu'il faut prévoir pour le congé de mobilité. Congé de mobilité qui peut être d'une durée quand même assez longue. Donc voilà, et en plus de ça, on est toujours dans un accord. Donc de toute façon, pour qu'il y ait une signature des organisations syndicales, il faut proposer quelque chose d'intéressant. Donc ça peut être un outil qui est quand même assez coûteux. Après, autre inconvénient, en tout cas si vous envisagez cet outil comme un outil de restructuration à chaud, c'est qu'il n'y a pas de départ contraint avec la GPEC. Et donc, il n'y a pas d'atteinte d'un objectif en termes de réduction d'effectifs. Enfin, il peut ne pas y avoir atteinte, en tout cas, de l'objectif en termes de réduction d'effectifs. Maintenant, là où cet outil, par comparaison avec la RCC, il est intéressant, c'est que si d'aventure vous n'avez pas atteint l'objectif en termes de réduction d'effectifs, vous avez tout à fait la possibilité d'embrayer immédiatement sur un plan social, pour le coup. Ce qui n'est pas vrai avec la RCC, puisque rappelez-vous, dans la RCC, vous avez pris un engagement en termes de maintien dans l'emploi pendant une certaine durée après la mise en œuvre de la RCC. Voilà, donc alors c'est un outil qui est assez peu, je ne sais pas toi Serge, mais en tout cas moi dans ma clientèle, c'est un outil qui est assez peu utilisé et pourtant je le recommande de plus en plus parce qu'il est très intéressant. Ouais. Il est structurellement, enfin, on est dans une démarche de reconstruction d'une entreprise ou de modification beaucoup plus, encore une fois, à froid. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui le prévoient, mais effectivement, ça a un coût. Ça a aussi un coût, tu n'as pas signalé, et pour moi, qui est très important, c'est la mobilisation des RH. Parce que c'est un travail qui demande, et des RH et des managers, c'est un travail qui demande d'avoir une bonne connaissance des compétences au sein de l'entreprise et de pouvoir mobiliser l'équipe RH. Parce que le jeu, il se passe autant au niveau de l'interne il se passe à la limite à 80% sur l'interne, c'est-à-dire sur les évolutions des postes en interne, les évolutions et les sorties externes, elles sont un des éléments, un des dommages collatéraux en fait, mais ils s'inscrivent dans le temps et donc ça demande une mobilisation, et donc ça demande pour moi une histoire de l'entreprise et un accompagnement de l'ensemble de l'entreprise. Mais je suis assez surpris de voir plusieurs accords de GPEC dans les derniers mois, alors qu'on aurait pu dire la crise fait qu'on traite beaucoup plus du chaud, mais on a actuellement plusieurs projets qui sont en cours d'accompagnement et avec cette idée de réorganisation dans la durée beaucoup plus longue, qui s'inscrit vraiment aussi et surtout dans une relation sociale très apaisée. Hein, ce qui est quand même un élément qui peut être compliqué dans les entreprises aujourd'hui. Il y a un certain nombre de questions, je ne voudrais pas passer à côté, sur accord GPEC obligatoire pour toutes les entreprises au-dessus de 300 salariés, mais est-ce qu'on peut choisir d'en faire une si on a moins de 300 salariés? Alors, oui, on peut faire de la GPEC, mais en revanche, l'outil sur le congé de mobilité ne sera pas ouvert. Exactement. Voilà.
Donc, on peut toujours faire mieux que la loi, hein, mais par contre, les outils intéressants, non, ils sont malheureusement soumis à des seuils d'effectifs. Question sur la mise en place d'une phase de volontariat dans le cadre d'une GPEC, d'un accord de GPEC. Est-ce que les conditions d'indemnisation et d'accompagnement sont identiques par rapport à un PDV envisagé dans le cadre d'un PSE? Alors, en termes d'indemnité de rupture, ça va être la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une rupture d'un commun accord qui va ouvrir droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Après, sur les mesures d'accompagnement, très sincèrement, oui, on va retrouver exactement la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver des budgets en termes de formation, des budgets en termes d'accompagnement à la mobilité géographique ou professionnelle et des budgets en accompagnement en fait d'aide à la création d'entreprise. Donc, on va retrouver vraiment exactement les mêmes types de mesures. Donc, en termes de coûts, je dirais que les deux dispositifs sont clairement équivalents. Ils sont d'autant plus équivalents si vous êtes soumis à l'obligation de proposer un congé de reclassement, puisque ce sera le cas si vous avez un effectif d'au moins 1000 salariés dans le groupe 1. Si vous faites un PDV, ce sera la même chose, du coup, puisque le congé de mobilité, il est équivalent en termes de coût, en fait, au congé de reclassement. En revanche, si vous êtes soumis au CSP, c'est-à-dire que vous effectif de moins de 1000, donc vous devez proposer, en cas de licenciement éco ou de rupture d'un commun accord via un PDV, vous proposerez un CSP, donc qui est beaucoup moins coûteux pour l'entreprise. Donc finalement, là, dans ce cas-là, eh bien, la GPEC peut s'avérer plus coûteuse, parce que là, vous serez pour le coup tenu de proposer un congé de mobilité. Oui, tout à fait. Très bien, pas d'autres questions sur cette partie-là, mais encore une fois, l'accord GPEC est un sujet tellement vaste et tellement d'entreprises. Là, on vous conseille de nous contacter directement parce que il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Hein. Le paramètre juridique, et Pauline est là pour ça, puis le paramètre humain et surtout d'organisation de l'entreprise et de transformation et d'évolution. Hein, il faut voir vraiment le contexte de l'entreprise en premier. De toute façon, Serge, tous les dispositifs qu'on a vus là, ils mériteraient chacun une heure de webinaire, même une matinée entière, hein, pour les traiter efficacement. Exactement. Transition collective, tu as quelques éléments, le petit nouveau? Alors, le dispositif de transition collective, effectivement, c'est le dernier dispositif en date qui a été créé par le plan France Relance, hein, qui avait été annoncé au mois d'octobre dernier. Sur ce dispositif, en fait, on peut se poser la question de est-ce que véritablement c'est un outil de restructuration ou pas. En fait, le but de ce dispositif, il est le suivant, c'est-à-dire que au niveau de la région et au niveau des entreprises, eh bien, vont être dressées une liste des secteurs et des emplois fragilisés, d'accord? Et le but, ce sera que eh bien, les salariés qui appartiennent à ces secteurs et qui occupent les emplois fragilisés, eh bien, ils vont pouvoir se reconvertir dans d'autres métiers. Et donc, le dispositif de transition collective va permettre de financer les formations qui vont leur permettre de se reconvertir. Okay, donc là, ce dispositif, pour le coup, contrairement à la GPEC, il n'est pas limité aux entreprises de plus de 300. En fait, le dispositif dit clairement que la liste des emplois fragilisés dans l'entreprise, elle peut être fixée donc soit dans l'accord GPEC, soit dans un accord de type GPEC pour les entreprises justement qui ont moins de 300 salariés, où en fait, il faudra simplement lister les emplois qui sont fragilisés. Maintenant, là où moi, j'ai une petite réserve sur le fait que ce serait un outil de restructuration, c'est que ce dispositif, il ne permet pas de rompre le contrat. Voilà, c'est-à-dire que en fait, le salarié, si il est sur un emploi fragilisé, admettons qu'il va déposer un dossier en fait pour pouvoir bénéficier de sa formation de reconversion. Si le dossier est accepté, ce sont des associations de transition pro qui vérifient les dossiers. Eh bien, il pourra bénéficier d'un financement de sa formation, donc financement par l'État. Hein, ça n'est pas, en tout cas en partie par l'État. Mais s'il bénéficie de sa formation et qu'il part en congé de transition professionnelle pour faire sa formation, eh bien, au terme de son congé, son contrat n'est pas rompu. C'est-à-dire que soit il décide lui-même de partir,
soit il réintègre l'entreprise dans un poste, soit dans son poste, soit dans un poste équivalent. Donc en fait, ce congé de transition professionnelle ne permet de faire qu'une suspension du contrat de travail pour accompagner les salariés dans leur reconversion. Donc, c'est un intérêt, en tout cas, si l'objectif de l'entreprise, c'est d'aboutir à des suppressions de postes, c'est clairement pas le bon outil. Maintenant, c'est un outil quand même qui peut être intéressant parce que ça permet d'accompagner des salariés dans des reconversions si vraiment vous êtes dans des secteurs difficiles, par exemple. Voilà, c'est un pari aussi à faire sur certains salariés et sur le fait que finalement, ils vont, une fois qu'ils se seront reconvertis, partir. Au niveau des RH Partners, on a plusieurs demandes en fait aujourd'hui d'intégration en fait d'un dispositif de transition collective dans un autre dispositif et en l'occurrence, et tu les as mis l'un à côté de l'autre, dans l'occurrence dans le cas d'un accord de GPEC. Et là, il y a un travail d'accompagnement effectivement, la préparation du dossier pour qu'il puisse être pris en charge, donc de justification, mais aussi de prévoir pour cette prise en charge de financement qui se fait ensuite par les OPCO. Voilà, le côté très technique. Et là, on accompagne totalement les personnes dans la préparation de ce dossier-là, mais surtout dans la validation, l'élaboration et la validation du projet professionnel, voilà, qui peut permettre un maintien. Mais effectivement, on n'est pas dans un cadre d'outplacement externe. On est bien au sein de l'entreprise et pour maintenir l'emploi dans l'entreprise. On a déjà quelques dossiers là-dessus. D'accord. Ensuite, pour conclure, donc là, on a vu tous les outils vraiment de restructuration qui permettent de licencier ou en tout cas de réduire à court terme ou moyen terme la masse salariale. Maintenant, ces outils, ils n'apportent qu'une solution partielle parce que surtout dans cette période de crise où en fait on ne sait pas si la situation elle va perdurer. On n'est pas dans des difficultés qui soient structurelles. Et en fait, au moment où l'activité va potentiellement reprendre, peut-être qu'il faudra de nouveau réembaucher des salariés sans assurance en fait de retrouver les compétences nécessaires. Donc, dans cet esprit-là, il y a deux autres outils qui sont des outils à ne pas oublier. Donc, on a évidemment l'activité partielle classique, que maintenant tout le monde connaît très bien, qui permet de répondre vraiment à une réduction ou à une suspension d'activité qui soit soudaine et temporaire, en réduisant le temps de travail sur une courte période avant un retour à la normale. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les motifs de l'activité partielle classique, ils visent des événements qui ont vraiment un caractère exceptionnel. Donc, l'activité partielle, honnêtement, c'est la solution la plus adaptée à la baisse d'activité qui a été subie par les entreprises dans le cadre de la crise. Maintenant, elle va bientôt s'avérer inadaptée puisqu'il y a eu une baisse des taux de prise en charge qui a été reportée à de multiples reprises depuis le mois de novembre, mais dont, en tout cas, aux dernières nouvelles, elle devrait être effective à compter du mois de juillet prochain. Donc, ça veut dire que à partir du mois de juillet prochain, tout secteur confondu, le taux de prise en charge va baisser à 36% pour l'employeur. Donc, il va y avoir un reste à charge qui sera très important. Donc, évidemment, à ce moment-là, va se poser la question de savoir si oui ou non l'activité partielle continue d'être l'outil le plus adapté. Et c'est pour cette raison que doit être envisagée l'APLD, donc l'activité partielle de longue durée, qui est en fait un peu l'outil qui vient prendre le relais en fait de l'activité partielle classique. Donc là, on est vraiment dans une approche qui est plus long terme, c'est-à-dire que l'APLD, ça offre beaucoup plus de souplesse que les dispositifs classiques, puisqu'on verra que l'idée, c'est qu'on va négocier un accord dont la durée pourrait être de maximum 3 ans. Et à l'intérieur de ces 3 ans, il y a beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire que on peut faire varier la durée du travail des salariés dans la limite de 40%, pouvant être augmentée à 50%. Donc, on peut réduire de 40% la durée légale du travail des salariés pendant une durée de 24 mois consécutifs ou non à l'intérieur de ces 3 ans. D'accord ? Mais on fait ce qu'on veut. Donc, on peut tout à fait dire pendant 3 mois, j'interromps totalement en fait l'activité. Et donc, de mes salariés, de certains salariés. Donc, je les place en activité partielle totale. Et sur les 6 mois d'après, ils recommencent à travailler à 100%. Voilà, donc on peut activer, réactiver le dispositif autant qu'on le souhaite. Donc, c'est vraiment un nouvel outil qui est très intéressant, qui permet donc de
de lutter contre cette baisse des taux annoncés pour l'activité partielle classique, puisque dans la PLD, l'employeur il bénéficie d'une prise en charge à hauteur de 60%. Donc avec un petit reste à charge. Maintenant, quoi dire en une minute restante sur ce dispositif? Voilà, c'est un dispositif qui n'est pas incompatible en fait avec les autres dispositifs de restructuration. Donc, on peut tout à fait l'envisager en parallèle d'un PSE, mais attention, évidemment, prudence, ça ne doit pas concerner les mêmes postes et ça ne peut être envisagé en parallèle d'un PSE que si vous avez pris des engagements en termes de maintien dans l'emploi qui ne portent pas sur toute l'entreprise, d'accord? Et ça peut tout à fait être envisagé, par contre, en parallèle d'accords de GPEC ou de plans de départ volontaire, puisque les engagements de maintien de l'emploi qui sont pris dans la PLD ne concernent pas les départs volontaires, d'accord? Donc ça, c'est très important. Du coup, vous pouvez manier plusieurs dispositifs à la fois. Voilà, donc j'aurais beaucoup de choses à dire honnêtement sur la PLD, mais voilà, j'ai pas le temps imparti. Oui, et ce qu'on va proposer, hein, Pauline, si tu en es d'accord, sur l'APLD et l'activité partielle, c'est que tout simplement, on va prévoir un autre webinaire sur ce sujet-là. Si vous en êtes d'accord, en tout cas, on va vous soumettre par sondage un certain nombre de thématiques pour les prochains webinaires, sachant qu'il y en aura un le 6 mai, qui sera pas avec Pauline, mais qui sera avec un professionnel de la formation et surtout de l'académie en entreprise. Mais on va prendre ce sujet-là, hein, de l'activité partielle et pour en faire un webinaire complet. Pareil, précision, hein, sur les transitions collectives, parce qu'il y a des réactions, il y a des questions en disant attention, c'est pas tous les métiers, c'est les emplois fragilisés, etc. Et c'est pas toutes les formations. Je pense que ça peut aussi mériter qu'on prenne un temps aussi sur ces sujets-là. En tout cas, on vous soumet un certain nombre de thématiques avec un Christelle et Pauline. N'hésitez pas à réagir, mais très clairement, oui, l'activité partielle, c'est un vrai sujet aujourd'hui au sein de l'entreprise, et peut-être qu'on on va vous proposer en fait un autre rendez-vous, parce qu'il est 10h01 et on essaye de tenir les horaires. En tout cas, vous avez été très très nombreux à rester avec nous et à poser énormément de questions. Elles sont toutes conservées, hein, toutes les questions sont conservées, donc on va les reprendre, on va voir si on a répondu totalement ou partiellement. En tout cas, on voulait vous remercier, hein, pour votre présence, pour vos questions. Réagissez, hein, sur les prochaines thématiques, mais c'est toujours un grand plaisir de partager, hein, tous ces sujets avec vous pour être le plus clair possible, hein. Et comme d'habitude, Serge, moi je dis toujours, parce que je sais que c'est un peu frustrant pour ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas pu avoir la réponse, je prends toujours, comme je l'avais fait la dernière fois, 15 minutes par participant si vous voulez avoir la réponse à votre question. Voilà. C'est quelque chose que je fais pour surtout pas qu'il y ait de frustration voilà, parmi vous. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous tous et toutes. Et passez une très très bonne journée, puis à très très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.